Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir. Un scientifique de Harvard affirme qu'il est déjà possible d'inverser le vieillissement humain. De plus, nous verrons aussi la course multimillionnaire pour créer le cerveau des machines. Une batterie chinoise qui élimine pratiquement le risque d'incendie. Des robots humanoïdes qui apprennent déjà à marcher dans notre monde réel. Et une avancée brésilienne qui pourrait complètement changer l'avenir des transplantations. Découvrons tout cela et plus sur certaines technologies. Allons-y. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Moi, c'est Realidad Impressionnante et vous êtes sur Realidad Impressionnante. Lors d'une récente interview pour un podcast étranger qui, traduit en portugais, donnerait Diário de Ancho, le scientifique David Sinclair a fait une déclaration qui pourrait vraiment changer complètement notre façon de voir le vieillissement. Selon lui, la principale limite de notre vie ne serait pas le temps, mais une erreur biologique que la science commence à comprendre. Vieillir a toujours été considéré comme quelque chose d'inévitable, un processus naturel de notre corps, une ligne droite qui commence à la naissance et se termine par le déclin. Mais au cours de l'entretien, Sinclair insiste sur le fait que cette vision pourrait être complètement erronée. Il propose une théorie qui considère le vieillissement non pas comme une fatalité, mais comme une défaillance, une perte d'information biologique. D'après ce qu'il explique dans le podcast, ton corps et le mien fonctionnent comme un système hautement organisé, où chaque cellule sait exactement ce qu'elle fait, comment se comporter et quand agir comme un logiciel extrêmement précis. Mais avec le temps, cette organisation commence à se perdre. Ce n'est pas parce que le corps s'use simplement, mais parce qu'il commence à mal lire ses instructions. Si cela est prouvé, cela change tout. Car, comme l'a dit Sinclair lors de l'entretien, si vieillir revient à perdre de l'information, alors en théorie, il est possible de récupérer cette information, comme une sorte de sauvegarde. Comme si une version plus jeune de votre corps existait, stockée biologiquement, prête à être réactivée. Le plus impressionnant, c'est que cela commence déjà à sortir de la théorie. Au cours de la conversation, il mentionne des expériences dans lesquelles des scientifiques ont réussi à reprogrammer des cellules adultes, les faisant revenir à un état plus jeune sans perdre leur identité. Et, dans l'une des expériences les plus marquantes qu'il a citées, une technique a été appliquée sur des tissus oculaires, inversant les dommages et restaurant la vue dans certains cas précis de cécité. D'accord. Que ce soit bien clair, nous ne parlons pas de ralentir le vieillissement, nous parlons d'inversion du vieillissement. Et bien que ces avancées en soient encore aux premières étapes chez l'être humain, Sinclair précise tout au long du podcast que les premiers essais ont déjà commencé, ouvrant la voie à quelque chose qui, il n'y a pas si longtemps, semblait impossible, relevant seulement de la fiction. Cependant, il insiste à plusieurs reprises sur un point durant l'entretien, ce qui change totalement notre façon de voir les choses. Cette reprogrammation ne dépend pas uniquement de technologies avancées. Notre propre corps possède déjà des mécanismes capables de ralentir et même d'inverser le vieillissement. Le problème, c'est que ce mode de vie moderne que nous avons ici pourrait faire exactement le contraire. Au cours du podcast, il explique que manger tout le temps, éviter l'inconfort et éliminer tout type de stress pourrait désactiver les systèmes biologiques essentiels. Et cela mène à une idée qui semble contre-intuitive. Certains types de stress sont nécessaires. Le jeûne, l'exposition au froid, la chaleur intense et l'exercice physique agissent comme des signaux biologiques qui indiquent à notre corps qu'il doit s'adapter pour survivre et devenir plus efficace. Selon le scientifique, ces stimuli activent d'anciens mécanismes de survie qui aident à préserver et à réparer notre organisme. Et cela se relie directement à une autre affirmation importante faite par Sinclair lors de l'entretien. Votre ADN n'est pas votre destin. Pendant des décennies, on croyait que les gènes déterminaient tout. Mais l'épigénétique montre que l'environnement, les habitudes et même les petits choix de notre quotidien peuvent influencer directement la façon dont ces gènes vont se comporter. Cela signifie que notre corps n'est pas un système fixe, il est adaptable, et peut-être que le point le plus marquant de tout cela, comme il le suggère lui-même tout au long de la conversation, est le suivant. Si le vieillissement peut être inversé, alors beaucoup des maladies que nous connaissons aujourd'hui pourraient effectivement cesser d'exister sous la forme qu'elles ont aujourd'hui. Le cancer, les maladies cardiovasculaires et même les problèmes liés à l'infertilité sont profondément liés au vieillissement de l'organisme. En s'attaquant à la racine du processus, nous ne faisons pas que traiter les symptômes, mais nous modifions la base même du problème. Bien sûr, cela soulève une question dépassant la science. Cette partie, bien que non technique, est implicite à plusieurs moments de l'entretien. Si vivre plus longtemps devient courant, que devient la valeur du temps? Que devient le sens?
L'humanité est-elle vraiment prête à vivre plusieurs décennies de plus en bonne santé? Ou avançons-nous trop vite, bien plus vite que nous ne pouvons le comprendre? Parce qu'au final, peut-être que la question la plus importante n'est pas combien de temps nous pourrons vivre, mais plutôt ce que cela signifie vraiment de vivre lorsque le temps cesse d'être une limite pour nous. Alors que la science remet en question les limites du corps humain, une autre course silencieuse se joue en dehors de celui-ci. Une compétition qui ne concerne pas seulement l'âge ou la biologie, mais quelque chose de bien plus fondamental pour l'avenir de l'humanité, l'énergie. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Tesla a franchi une étape révolutionnant la recherche du lithium. L'entreprise a mis en service début 2026 une gigantesque raffinerie au Texas avec un investissement d'environ 1 milliard de dollars, marquant ainsi un tournant dans la façon dont l'Amérique du Nord gère l'énergie. Ce qui distingue vraiment cette installation, ce n'est pas sa taille, mais le contrôle. Pendant des décennies, la majeure partie du raffinage du lithium était concentrée en Asie, créant une dépendance mondiale silencieuse où les pays extraient le minerai mais doivent l'envoyer sur un autre continent avant qu'il puisse être utilisé. Maintenant, cela commence à changer. La nouvelle raffinerie de Tesla a été conçue pour produire de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie, en quantité suffisante, pour alimenter environ 1 million de véhicules électriques par an. Ce n'est pas seulement de la production, c'est aussi de l'indépendance. De plus, le procédé utilisé est totalement différent du modèle traditionnel. Alors que la plupart des raffineries utilisent de l'acide sulfurique, générant des déchets toxiques et des impacts environnementaux significatifs, Tesla a mis en place une méthode appelée lixiviation alcaline, qui est totalement sans acide. Cela élimine les sous-produits dangereux et transforme le résidu principal en un matériau semblable au sable, utilisable pour produire du béton par exemple. Ainsi, les anciens déchets industriels deviennent une nouvelle matière première. Et cela révèle quelque chose de bien plus important. Il ne s'agit pas seulement de produire de l'énergie propre, mais de repenser toute cette chaîne de production. De plus, en raffinant le lithium directement aux États-Unis, Tesla réduit drastiquement le besoin de transport intercontinental, raccourcissant de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres le trajet de ce matériau. Et moins de transport signifie moins d'émissions, plus d'efficacité et un meilleur contrôle stratégique. Et ce contrôle est précisément le point central, car celui qui domine le raffinage domine aussi l'accès. Et celui qui contrôle l'accès contrôle le passage à l'échelle. Mais produire de l'énergie n'est qu'une partie du problème. Un risque accompagne cette révolution depuis longtemps et préoccupe toujours l'industrie. Que se passe-t-il quand ces batteries défaillent? Voyons ça tout de suite. Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences proposent une solution pouvant révolutionner l'emballement thermique. Une batterie au sodium capable, en quelque sorte, de s'auto-protéger. Lors des tests, cette batterie a résisté à des températures allant jusqu'à 300 degrés Celsius, et cela sans prendre feu, sans exploser et sans s'effondrer. Et cela se produit grâce à un mécanisme qui, il n'y a pas si longtemps, n'existait tout simplement pas. Un type de pare-feu intelligent interne. Contrairement aux batteries classiques, qui nécessitent des structures externes pour contenir les défaillances, cette technologie forme une barrière interne dès que le risque survient. Lorsque la température dépasse une certaine limite, l'électrolyte liquide à l'intérieur de la batterie subit une transformation qui empêche le feu. Il se solidifie.
Ils forment une couche physique qui bloque la propagation de la chaleur. En pratique, cela stoppe la réaction en chaîne avant qu'elle devienne incontrôlable. C'est ainsi que l'emballement thermique se produit. La chaleur crée un cycle accéléré où elle génère toujours plus de chaleur, menant à des incendies ou des explosions. Mais avec cette nouvelle technologie, ce cycle est tout simplement brisé. La batterie se protège, et ce détail change tout. Lors des tests de sécurité, y compris la perforation avec des clous, qui simulent des défaillances internes, la cellule est restée stable. Aucun emballement, ni feu, ni explosion. Le plus intéressant est que cette sécurité supplémentaire ne nuit pas aux performances. La batterie conserve une densité énergétique compétitive et fonctionne dans des températures allant du froid extrême à la chaleur intense. Cela ouvre la voie à des applications où le risque a toujours été un problème. Véhicules électriques, poids lourds, stockage d'énergie à grande échelle. Mais il y a une lecture plus stratégique derrière tout cela. Parce que pendant que le monde discute de l'autonomie, de la portée et de la vitesse de recharge, la Chine s'attaque à un point bien plus fondamental, qui est lié à la sécurité de ces batteries-là. Et celui qui résout ce problème en premier ne gagne pas seulement un avantage technologique, il gagne aussi la confiance. Et sur un marché qui dépend directement de la perception du risque, cela peut être décisif. À mesure que le stockage d'énergie devient plus sûr et efficace, les machines utilisant ces batteries arrivent dans les rues. Tu vois ? Et l'entreprise PIND Botics a récemment publié de nouvelles images de son robot humanoïde appelé Adam. Ce que l'on voit dans ces vidéos marque un point très important pour toute l'industrie. Le robot ne fonctionne plus uniquement en environnement contrôlé. Il doit désormais composer avec le monde réel. Des escaliers irréguliers, des espaces urbains, des variations de terrain et beaucoup d'imprévisibilité. Et le plus impressionnant, ce n'est pas seulement le fait qu'il puisse monter ces escaliers, c'est la façon dont il le fait. Avec fluidité, avec capacité d'adaptation et sans assistance extérieure. Mais pour comprendre tout le poids de tout ça, il faut revenir un peu en arrière dans le temps. Au premier stade, Adam était testé en laboratoire et dans des versions très simplifiées, souvent sans tête, attaché à des systèmes de sécurité pendant qu'il apprenait à s'équilibrer. Ce processus, appelé Scene to Real, est l'un des plus grands défis de la robotique. Apprendre un robot en simulation, c'est autre chose. Le faire fonctionner dans le monde réel, c'est une toute autre histoire. Cette barrière est justement en train d'être franchie. Désormais, Adam est déjà capable de naviguer dans des environnements urbains réels sans aucune assistance, en gérant de petites imperfections qui, pour un être humain, pourraient passer inaperçues. Mais pour une machine, cela représente un défi de taille. Et une partie significative de cette révolution vient d'un système appelé CLOT. Il s'agit d'un modèle de suivi des mouvements en temps réel qui permet au robot d'ajuster continuellement ses actions en fonction de l'environnement. En pratique, cela crée un cycle de rétroaction constant, où le robot observe, corrige et s'adapte en une fraction de seconde. Et bien sûr, lorsque cela se produira à grande échelle, l'impact ne sera pas seulement technologique, il sera économique, il sera social et peut-être irréversible. Faire marcher un robot n'est qu'un début. Le vrai défi n'est pas dans son corps, mais dans l'esprit qu'il contrôle. Voyons cela maintenant. Et Uptech Robotics propose jusqu'à 18 millions de dollars par an pour recruter un seul professionnel, un scientifique en chef de l'intelligence incarnée. Une somme qui, il n'y a pas si longtemps, était réservée uniquement aux géants de l'intelligence artificielle là-bas, dans la Silicon Valley. Mais maintenant, cet argent est destiné à un nouvel objectif, créer le cerveau des robots humanoïdes. Et cela révèle un changement profond. Pendant des années, la robotique a été dominée par le matériel, moteur, articulation, capteur. Mais maintenant, leurs priorités ont complètement changé. Mais maintenant, le cap a complètement changé. L'atout principal n'est plus dans le corps de la machine, mais dans l'intelligence qui le contrôle. Et ce nouveau poste au sein d'Uptech a une mission très claire, développer des systèmes capables d'unir la vision, le langage et l'action en un seul flux. Autrement dit, créer des robots qui non seulement perçoivent leur environnement, mais qui comprennent les commandes et exécutent les tâches en toute autonomie. En pratique, cela signifie passer de machines programmées à un scénario où les machines interprètent, prennent des décisions et apprennent de leur propre environnement. Cela est directement lié à un concept qui prend beaucoup d'ampleur maintenant, en 2026, ce qu'on appelle la IA physique. C'est la révolution de l'intelligence artificielle, qui va cesser de vivre uniquement sur des écrans pour commencer à agir dans notre monde réel. Elle agira en manipulant des objets, interagissant avec des personnes et réalisant des tâches complexes. Ce mouvement agressif de l'entreprise s'explique, car il ne s'agit pas seulement de construire des robots. Il s'agit de maîtriser le système qui contrôle ces robots. Et au centre de cette relation, il y a justement ce que Uptech essaie d'acheter, l'intelligence.
Quand cette intelligence évolue, une question inévitable surgit, je ne peux m'empêcher de la poser. Combien de temps avant que cela ne sorte des usines et n'arrive réellement entre les mains des gens? Autrement dit, arriver chez nous? La réponse se trouve dans le prochain reportage que nous allons voir maintenant. Allons-y. Les robots ne sont plus réservés aux laboratoires et usines. Ils arrivent désormais chez le consommateur. Ils sont vendus sur Internet via AliExpress à un prix de départ d'environ 4 900 $. Unitrix Robotics s'apprête à lancer, ou a déjà lancé lors de cet enregistrement, son nouveau robot humanoïde sur le marché mondial à un prix révolutionnaire. Le nouveau modèle, appelé R1, a été conçu pour être accessible, compact et étonnamment performant. Avec un peu plus de 1,20 m de hauteur, environ 25 kg et des dizaines de degrés de liberté, il est capable d'exécuter des mouvements complexes, y compris courir et même faire des acrobaties. L'essentiel n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais ce qu'il représente. Parce qu'en mettant un robot humanoïde fonctionnel sur une place de marché mondiale, Unitrix ne vend pas seulement un produit, elle crée un écosystème. Les chercheurs, les développeurs et même les passionnés peuvent désormais avoir accès à une véritable plateforme de robotique pour une fraction du coût traditionnel. Et cela accélère tout. Plus de personnes qui expérimentent, cela signifie plus d'idées. Plus d'idées, cela signifie plus d'évolution. Et plus d'évolution signifie que cette technologie va avancer à une vitesse que même les entreprises elles-mêmes ne pourront peut-être pas prévoir. Et les chiffres montrent que cela se produit déjà. Alors que les entreprises occidentales produisent encore peu d'humanoïdes, Unitrix a déjà expédié des milliers d'unités en un an. Et maintenant, en ouvrant ses portes au marché mondial, elle peut déployer tout cela à une échelle encore plus grande. Alors que les machines se rapprochent de nos foyers et imitent davantage le comportement humain, une nouvelle frontière est défranchie, pas par les machines, mais par la biologie elle-même. Voyons ça maintenant, c'est parti. Alors que le monde s'empresse de créer des machines plus intelligentes, une révolution silencieuse se déroule aussi dans les laboratoires. Une révolution qui pourrait redéfinir la vie elle-même. Des chercheurs de l'USP, ici à l'université de São Paulo, ont annoncé une avancée inédite au Brésil. La naissance du premier porc cloné sur notre territoire. Un animal en bonne santé d'environ 2,5 kg qui représente bien plus qu'une avancée technique. Il pourrait être le début d'une nouvelle ère en médecine, car derrière cette expérience se cache un objectif bien plus grand, produire des organes compatibles avec le corps humain. Pendant des décennies, l'idée d'utiliser des organes d'animaux pour des transplantations s'est heurtée à un problème pratiquement insurmontable, le rejet immédiat par le corps humain. Mais cela a commencé à changer récemment, et les scientifiques ont réussi à identifier les gènes spécifiques responsables de ce rejet, et ils ont appris à les désactiver. Et cela ne s'est pas arrêté là. Les chercheurs ont non seulement supprimé ces gènes, mais aussi inséré des gènes humains dans les embryons animaux, augmentant significativement la compatibilité entre espèces. En pratique, cela signifie transformer l'organisme d'un animal en quelque chose de beaucoup plus proche de l'organisme humain, et ce, au niveau biologique. Mais arriver jusqu'ici n'a pas été simple. Maîtriser la modification génétique n'a été que la première étape. Le véritable défi est venu ensuite, qui consiste à réussir à cloner ces animaux de manière efficace. Le taux de réussite de ce type de processus reste extrêmement faible, souvent entre 1% et 5%. Après de nombreux essais et ajustements techniques, l'équipe brésilienne a mené une gestation à terme. Et cela change complètement la donne, car maintenant, la prochaine étape est déjà définie. Cloner des porcs génétiquement modifiés et commencer des études directement axées sur les transplantations chez l'être humain. Si tu as aimé cet épisode, laisse un like et vérifie ton abonnement. Merci de m'avoir accompagné, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Clique sur une des 2 suggestions à l'écran. Merci beaucoup, d'accord? Salut et à la prochaine. Clique, je t'attends.